Usine Métallurgie Lyonnaise, Lyon. La machine CNC la plus coûteuse de l'usine, 800 000 € de technologie allemande, s'arrête brusquement. Michel Dubois, ingénieur de 52 ans qui dirige la ligne depuis 15 ans, n'arrive pas à la réparer. Devant tous les ouvriers, son orgueil le pousse à un défi qui changera tout. Si tu arrives à la réparer, je te donne tout mon salaire. Il ne sait pas que Pierre, le mécanicien silencieux que tout le monde ignore, cache un secret qui bouleversera toutes les certitudes. Une histoire française d'orgueil, d'humilité et de rédemption qui vous fera comprendre que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas au diplôme, mais aux mains qui savent créer des miracles. Le bruit assourdissant de la chaîne de production s'éteint soudainement, comme si quelqu'un avait coupé la respiration à l'usine. Le son métallique des machines, qui 15 heures par jour rythment la vie de l'usine Métallurgie Lyonnaise, s'évanouit dans le néant, laissant place à un silence inquiétant qui pèse comme du plomb dans l'air humide de l'atelier. Michel Dubois lève les yeux de son bureau vitré au 2e étage, le café fumant encore entre ses mains calleuses. À travers les vitres embuées par la vapeur des machines, il voit les ouvriers s'arrêter brusquement, comme des soldats qui ont perdu le commandement. Cette machine, la CNC allemande, le joyau technologique de l'usine, ne devait jamais s'arrêter. En 15 ans à diriger cette chaîne de production, Michel avait bâti sa réputation sur une seule promesse de fer. Sous son commandement, les machines ne s'arrêtent pas. On l'avait embauché précisément pour cela, pour sa capacité à tout maintenir sous contrôle, à prévoir les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Il était l'ingénieur qui ne dormait pas la nuit s'il y avait le moindre soupçon de dysfonctionnement. Il descend l'escalier métallique d'un pas décidé, ses talons résonnant sur les marches de fer comme un tambour de guerre. La chemise blanche, immaculée, repassée à la perfection par sa femme ce matin-là, contraste avec le gris industriel de l'environnement, avec l'odeur d'huile et de métal qui imprègne chaque centimètre de l'usine. Les ouvriers le regardent en silence, sachant par expérience que quand Michel a ce visage, mâchoire serrée, sourcils froncés, pas long et nerveux, il vaut mieux se taire et ne pas déranger. La machine CNC allemande de 800 000 € gît immobile comme un géant endormi. 8 mètres de longueur, 3 de hauteur, 4 tonnes d'acier et de technologie de pointe qui semblent maintenant complètement inutiles. L'écran principal est noir comme de la poix, pas d'alarme rouge clignotante, pas de code d'erreur qui indiquerait au moins une direction. Seulement un silence accusateur qui semble crier l'échec de Michel. Il s'approche de la console de contrôle avec ses mains expertes, ces mêmes mains qui ont appris chaque secret de cette machine au cours des 5 dernières années. Il ouvre le panneau électrique principal, vérifie les fusibles, contrôle les connexions. Les chiffres lui dansent dans la tête comme une obsession. 15 minutes d'arrêt signifient 3 000 € de perte nette. 1 heure, 12 000 € qui partent en fumée. S'il n'arrive pas à la remettre en marche avant la fin du poste, le dommage dépassera 50 000 €. François, le chef d'équipe avec 30 ans d'usine dans les pattes, s'approche d'un pas incertain. Son visage est marqué par l'inquiétude. Il sait à quel point cette machine est cruciale pour les commandes de la semaine. Il explique à Michel que la machine s'est arrêtée soudainement, sans prévenir, alors qu'elle travaillait une commande urgente pour Renault. Une seconde, elle fonctionnait parfaitement. La suivante, elle était morte. De l'ombre de l'atelier, près de l'établi des outils les plus anciens, émerge Pierre Martin, un homme d'une 50aine d'années, corpulent mais pas grand, avec d'énormes mains tachées de graisse qui semblent avoir touché chaque pièce de métal de cette usine. C'est le mécanicien que tous appellent le muet, parce qu'il ne parle que quand c'est strictement nécessaire, qui fait les petites réparations de routine que personne ne considère vraiment important. Un de ceux qui deviennent pratiquement invisibles quand les dirigeants visitent l'usine. Pierre avait commencé à travailler là, il y a 20 ans, quand Michel était encore à l'université. Il a vu passer 3 directeurs d'usine, 5 chefs d'équipe, des dizaines de jeunes ingénieurs pleins de théorie, mais pauvres en pratique. Lui est toujours resté là, fidèle à son établi, à ses tournevis usés, à ses clés anglaises qu'il connaît une par une.
2 heures interminables passent. Michel a appelé le support technique de la maison mère en Allemagne, a fait un appel vidéo de 40 minutes avec Klaus, le technicien senior de Munich, qui connaît cette machine mieux que quiconque. Il a vérifié chaque circuit, chaque capteur de température, chaque connexion de la carte mère. Il a téléchargé les logs des 7 derniers jours, analysé chaque paramètre, vérifié la tension d'alimentation. Rien. La machine reste muette, obstinée dans son silence, comme si elle avait décidé de prendre des vacances permanentes. Les ouvriers commencent à murmurer entre eux, jetant des regards furtifs vers Michel. Certains secouent la tête, d'autres regardent leur montre, en calculant combien de temps de production ils perdent. Michel sent le poids de leurs regards, sent son autorité qui glisse entre ses doigts comme du sable. 15 ans de leadership incontesté qui risque de s'effondrer en une matinée. André, un des ouvriers les plus jeunes, s'approche timidement et suggère d'appeler un technicien externe, peut-être quelqu'un de Paris qui connaît ces machines. Michel le foudroie du regard. Appeler un technicien externe signifierait admettre publiquement son échec, dire à tous que l'ingénieur Michel Dubois n'est plus capable de contrôler son usine. C'est à ce moment de tension maximale que Pierre s'approche lentement, ses pas lourds résonnant sur le sol de ciment poli. Il marche avec la tranquillité de celui qui n'est pas pressé, de celui qui a appris que dans la vie, les solutions arrivent quand elles doivent arriver. Il s'arrête à 2 mètres de la machine, l'observe quelques secondes, avec des yeux qui semblent voir au-delà de la surface. Il demande, de sa voix basse et rauque, s'il peut y jeter un coup d'œil. Michel se retourne brusquement, le regarde de haut en bas avec un mélange d'incrédulité et d'irritation. Pierre, avec sa combinaison bleue usée rapiécée en plusieurs endroits, ses chaussures de sécurité usées, ses mains qui en savent plus sur la graisse que sur les claviers. L'idée que cet homme, ce simple mécanicien aux études interrompues, on ne sait quand, puisse réussir là où lui, ingénieur diplômé avec mention de l'INSA Lyon, a échoué, lui semble non seulement absurde, mais presque offensante. Autour d'eux, une trentaine d'ouvriers a cessé de travailler et assistent à la scène en silence. L'air est dense de tension, d'attente, de cette curiosité morbide qui naît quand on sent qu'il va se passer quelque chose d'important. Michel sent tous ses yeux sur lui, sent qu'il doit faire quelque chose, dire quelque chose qui rétablisse son autorité, qui rappelle à tous qui commandent dans cette usine. Sa voix résonne dans tout l'atelier, amplifiée par l'écho des murs métalliques. « Tu sais quoi, Pierre? Si tu arrives à la réparer, je te donne mon salaire. Tout, 1 mois complet. » Les mots sortent avec plus de force qu'ils ne l'avaient prévu, chargés d'un défi qui a le goût du désespoir déguisé en assurance. Un silence de mort tombe sur l'usine, plus lourd que le bruit des machines d'avant. Même les ouvriers qui travaillaient à d'autres postes s'arrêtent et se tournent vers eux. Pierre le regarde dans les yeux pour la première fois depuis des années, peut-être pour la première fois tout court. Et pendant un instant qui semble durer une éternité, Michel voit quelque chose dans ses yeux sombres qui l'effraie plus que la panne de la machine. Une sécurité tranquille, une conscience profonde, comme si Pierre savait exactement ce qui ne va pas et comment le réparer. Pierre hoche lentement la tête sans dire un mot. Michel s'attendait à un rire, une plaisanterie, peut-être un refus embarrassé. Au lieu de cela, Pierre se penche sur la machine avec le naturel de celui qui a attendu ce moment toute sa vie. Il dit simplement qu'il lui faut 10 minutes. Michel rit nerveusement, lui rappelant qu'il y a passé 4 heures, les techniciens de Siemens 2 heures au téléphone. Mais Pierre ne répond pas. Il a déjà ouvert le panneau principal et ses mains se déplacent avec une précision que Michel n'avait jamais remarquée. Il n'y a pas d'hésitation, pas d'incertitude. Chaque geste semble guidé par une connaissance profonde, instinctive. Les ouvriers s'approchent, en formant un cercle. Pierre retire une plaque électronique, l'examine à contre-jour, puis la pose délicatement sur un établi. Ses doigts tremblent légèrement, mais pas d'incertitude, d'émotion. Pierre montre un composant microscopique, expliquant que c'est un condensateur céramique de 0,1 microfarad grillé par une surtension du réseau électrique ce matin à 6h23.
Michel demande, incrédule, comment il connaît l'heure exacte. Pierre répond qu'il était là, qu'il est toujours là quand Michel arrive. Pour la première fois en 15 ans, Michel remarque vraiment Pierre. Les rides profondes autour des yeux, les mains marquées par les cicatrices d'une vie de travail, le dos légèrement courbé de celui qui a passé des décennies penché sur les machines. Pierre improvise un remplacement avec un condensateur de 0,15 microfarad, expliquant qu'il a passé 20 ans à observer cette machine, à l'étudier, à la comprendre. Pendant que Michel la dirigeait d'en haut, lui la touchait, la sentait respirer. Pierre soude, le composant improvisé avec des mouvements précis, presque chirurgicaux. Ses mains ne tremblent plus. Il remonte tout, referme le panneau, se lève lentement. Il dit à Michel de l'allumer. Michel hésite. Si Pierre a raison, son autorité est finie. S'il a tort, cette machine pourrait être détruite à jamais. Il appuie sur le bouton de démarrage. La machine émet un bourdonnement sourd, puis s'allume. Écran actif, toutes les LED vertes, le bras robotique qui reprend ses mouvements fluides. Un applaudissement spontané éclate parmi les ouvriers. Michel reste immobile, regardant cette machine qui fonctionne parfaitement, réparée par un homme qu'il avait toujours considéré comme insignifiant. Pierre s'essuie les mains avec un chiffon, puis regarde Michel dans les yeux. Son salaire est de 1400 € par mois, dit-il. Le sien est probablement un peu plus. Mais ce que Pierre ne sait pas, c'est que Michel, à ce moment-là, découvre quelque chose qui va tout changer. Cette nuit-là, Michel ne peut pas dormir. Il reste éveillé dans son appartement du Vieux-Lyon, repensant aux mains de Pierre qui se déplaçaient sur la machine comme celles d'un pianiste sur un piano. Il y avait quelque chose de trop précis, de trop professionnel dans ses gestes. Le lendemain, il arrive à l'usine 1 heure plus tôt que d'habitude, mais Pierre ne s'est pas présenté. C'est la première fois en 20 ans. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Michel sent un nœud à l'estomac et décide d'aller le chercher. Il trouve Pierre assis sur un banc de la cour avec une photographie entre les mains. Pierre savait qu'il viendrait. Il montre la photographie à Michel. Un jeune homme en toge de diplômé, souriant, devant l'INSA Lyon. Il lui faut un moment pour le reconnaître. C'est Pierre, 20 ans plus jeune. Génie mécanique, mention très bien. Spécialisation en automatisation industrielle. Thèse sur les systèmes de contrôle CNC de dernière génération. Pierre avait un bureau d'études en 2004, petit mais prometteur. Puis est arrivée une commande importante. Concevoir une ligne de production pour une usine de composants automobiles. Le jour de l'essai, la ligne a eu une panne. Une erreur dans le logiciel de contrôle qu'il n'avait pas prévu. Un ouvrier a été gravement blessé. Pierre a tout perdu, le bureau, la maison, la fiancée. Et surtout, il a perdu confiance en lui. Il a juré qu'il ne concevrait plus jamais rien, ne toucherait plus jamais un ordinateur. Mais la veille, il n'a pas pu s'en empêcher. Quand il a vu cette machine arrêtée, quand il a entendu le silence, c'était comme entendre souffrir une personne chère. Il ne pouvait pas la laisser comme ça. Pierre dit que demain, il retournera à sa place, mettra la combinaison bleue et fera semblant qu'hier n'est jamais arrivé, comme il l'a fait pendant 20 ans. Michel lui dit qu'il est un gaspillage de talent ambulant. Pierre répond qu'il est un homme qui a appris que parfois il vaut mieux rester dans l'ombre que risquer de faire du mal à quelqu'un. Michel est sur le point de répondre quand le téléphone de Pierre sonne, une voix agitée à l'autre bout. Il y a eu un accident à l'usine. Pendant qu'il court vers la machine, Michel comprend que le passé de Pierre est sur le point de se répéter. Quand ils arrivent à l'usine, l'ambulance est déjà en train de partir. « Antoine ira bien », explique François. Blessure à la main, 15 points de suture, mais rien de grave. La machine que Pierre a réparée a eu un mouvement brusque pendant la maintenance. Pierre devient de glace. « C'est de sa faute », murmure-t-il. Le condensateur improvisé, il a encore commis la même erreur. Mais les techniciens de Siemens sont déjà là et veulent lui parler. Le technicien le plus âgé félicite Pierre. C'était un travail magistral.
Le condensateur qu'il a remplacé n'a pas seulement résolu le problème, mais a aussi amélioré la stabilité du système. L'accident n'a rien à voir avec sa réparation. Pierre s'appuie sur un établi, les jambes ne le portent plus. 20 ans de culpabilité qui se dissolvent en un instant. Le technicien demande où il a appris à travailler sur les systèmes Siemens à ce niveau, expliquant qu'il cherche toujours des techniciens spécialisés. Michel prend une décision qui va tout changer. Pierre n'est pas juste un ouvrier, c'est un ingénieur. Pierre Martin, INSA Lyon, spécialisation en automatisation industrielle, est le meilleur foutu technicien qu'ils aient jamais vu. Cet après-midi-là, Michel appelle Pierre dans son bureau. Il a parlé à la direction. Ils ont autorisé la création d'un nouveau poste, responsable technique de la maintenance spécialisée. Salaire d'ingénieur, autonomie décisionnelle, laboratoire à lui. Michel explique qu'hier, Pierre lui a enseigné quelque chose qu'il avait oublié. En 15 ans, il avait cru que diriger signifiait tout contrôler d'en haut. Pierre lui a fait comprendre que le vrai leadership, c'est reconnaître la valeur des autres. Il y a une condition, son salaire, il le lui donne vraiment. Pendant 1 mois, c'est une promesse. Ce n'est pas une question d'accepter, c'est une question de justice. Ce soir-là, Pierre appelle sa fille à Paris. Il ne s'était pas parlé depuis des mois. Il lui dit qu'à partir de demain, il redevient ingénieur. Sophie répond d'une voix brisée qu'elle en est heureuse. Elle savait que tôt ou tard, ça arriverait. Elle n'a jamais eu honte de lui. Elle avait honte de le voir gaspiller son talent. Mais ce que personne ne sait, c'est que le vrai changement doit encore arriver. 3 mois plus tard, l'usine a changé. Pierre a transformé un coin de l'atelier en laboratoire de précision. La machine CNC ne s'est plus arrêtée et il a résolu une dizaine de problèmes que personne ne croyait solubles. Mais aujourd'hui, il y a 3 Mercedes noires avec plaques allemandes sur le parking. Le groupe Henkel Industries évalue s'il doit acquérir l'usine. Si l'affaire tourne mal, il ferme tout et délocalise en Roumanie. Les 3 Allemands entrent accompagnés du directeur général. Le chef de la délégation s'appelle Klaus Richter. Il a l'air de celui qui a fermé des centaines d'usines sans sourciller. La visite commence mal. Richter remarque immédiatement 2 machines obsolètes, un système de contrôle qualité améliorable, des coûts de production qui pourraient être réduits de 30% en délocalisant. Il s'arrête devant le laboratoire de Pierre, demandant qui gère le service de maintenance spécialisé qui a réduit les arrêts machines de 78% ces 3 derniers mois. Pierre se présente. Pierre Martin, génie mécanique, INSA Lyon, 20 ans d'expérience. Richter semble intéressé pour la première fois et demande une démonstration. Pierre montre le système de maintenance prédictive qu'il a installé, capteur de vibration, température et courant qui surveille constamment l'état de chaque composant. Le système prédit les pannes avant qu'elles n'arrivent. Richter pose des questions techniques de plus en plus complexes et Pierre répond avec une compétence qui surprend même Michel. Richter demande comment on peut étendre cela à toute une usine. Pierre dit que s'il lui donne 6 mois, il peut implémenter ce système sur toute la ligne. Il peut réduire les coûts de maintenance de 40% et augmenter la productivité de 25%. 6 mois, c'est trop, réplique Richter. Il décide dans 1 semaine s'il acquiert ou ferme. Pierre sent le poids des regards de tous les ouvriers. Des familles entières qui dépendent de cette usine. Son avenir qui se joue en quelques secondes. Il demande s'il le ferait en 2 semaines. Michel le regarde, incrédule, mais Pierre insiste. Ce n'est pas impossible, c'est juste une question de ne pas dormir pendant 14 nuits. Richter sourit pour la première fois. Pierre est très sûr de lui. Pierre répond qu'il n'est pas sûr, il est désespéré. Mais quand un ingénieur est désespéré, il peut faire des miracles. Il se serre la main, 2 semaines. S'il réussit, l'usine reste ouverte et Pierre devient responsable technique pour tout le groupe Henkel en France. S'il échoue, il s'en va sans même l'indemnité. Mais ce qui se passe dans les 2 semaines suivantes dépassera toutes les attentes. 14 jours et 13 nuits. Pierre ne sort plus du laboratoire. Il dort 3 heures par nuit sur un lit de camp, se nourrit de café et de sandwich. Ses yeux sont injectés de sang, ses mains tremblent de fatigue.
Mais il ne s'arrête jamais. Michel le trouve à 2 heures du matin le 3e jour, penché sur un circuit imprimé, soudant des composants microscopiques avec une précision d'horloger. 12 machines, 360 capteurs, 4000 mètres de câbles à tirer. Et tout doit fonctionner parfaitement quand les Allemands arrivent. Les ouvriers commencent à faire des tours pour l'aider. François tire les câbles, Antoine configure les capteurs, même les femmes de ménage restent après les heures pour ne pas déranger son travail. Le 7e jour, Pierre s'effondre. Michel le trouve évanoui devant l'ordinateur, le clavier taché de sang du nez. Pierre reprend conscience, les yeux fiévreux. Il reste 7 jours, il peut y arriver. C'est sa dernière chance. Le 10e jour, l'imprévu arrive. La foudre frappe la cabine électrique de l'usine. Panne totale. Toutes les données dans l'ordinateur de Pierre, 10 jours de travail, effacées. Pierre reste immobile devant l'écran noir, les larmes sillonnant son visage sale de graisse. « C'est fini », murmure-t-il. Mais François s'approche avec une clé USB. Il a tout sauvegardé chaque soir. Il ne fait jamais confiance aux ordinateurs. Pierre éclate d'un rire hystérique, libérateur. Les 4 derniers jours sont une course contre la montre. Pierre travaille avec une énergie qui semble surhumaine, comme s'il avait trouvé une force qu'il ne savait pas avoir. Le 14e jour, à 7 heures du matin, il connecte le dernier capteur. À 9 heures, arrive Klaus Richter avec sa délégation. Pierre allume le système central. Sur un grand écran apparaissent les données de toutes les machines en temps réel. Température, vibration, courant, pression, tout surveillé, tout sous contrôle. Système de maintenance prédictive intégré, explique Pierre d'une voix rauque. Chaque machine lui parle, lui dit quand elle va bien et quand elle a besoin d'attention. Richter observe les données, pose des questions techniques, teste le système. 1 heure d'examen sévérissime. Puis il se tourne vers Pierre. En 40 ans de carrière, il a vu beaucoup d'usines. Mais un système si avancé implémenté en 2 semaines, jamais. Pierre a sauvé l'usine et gagné un contrat avec tout le groupe Henkel. Applaudissements spontanés de tous les ouvriers. Pierre s'effondre sur une chaise, épuisé mais heureux. Michel lui demande comment il a fait. Pierre répond qu'il ne l'a pas fait seul. Ils l'ont fait ensemble, tous. Richter signe le contrat d'acquisition, mais ajoute une clause spéciale. Pierre Martin devient responsable technique pour toutes les usines Henkel d'Europe du Sud. Salaire de cadre dirigeant, autonomie complète, budget illimité pour la recherche. 1 an plus tard, l'usine de Lyon est devenue un modèle pour toute l'Europe. Des délégations d'ingénieurs viennent du monde entier étudier le système de Pierre. Il a ouvert une école de formation interne, où il enseigne aux jeunes techniciens que l'ingénierie n'est pas que de la théorie, mais aussi du cœur et des mains. Michel a été promu directeur général. Pierre est son bras droit, mais surtout son ami. Michel a appris que l'orgueil aveugle, mais l'humilité éclaire. Pierre a appris qu'il ne faut jamais cacher qui on est. Les mains sales de graisse peuvent avoir la même dignité que celles propres de bureau. François s'approche avec un problème technique. Une nouvelle machine qui fait des caprices. Pierre sourit. Ils vont écouter ce qu'elle a à dire. Et pendant qu'il se dirige vers la machine, Michel pense que parfois les miracles naissent à l'endroit le plus inattendu. Dans les mains d'un homme qui n'a jamais cessé de croire en sa propre valeur, même quand le monde entier lui disait le contraire. Cette histoire vous a-t-elle ému? Connaissez-vous quelqu'un qui a un talent caché, peut-être non reconnu? Partagez cette vidéo et racontez dans les commentaires votre histoire de rédemption ou celle d'une personne que vous admirez, car tout le monde mérite une seconde chance. Like. Si vous croyez que la valeur d'une personne ne dépend pas du diplôme ou de la position sociale, commentez. Avec votre expérience, partagez. Pour faire arriver cette histoire à ceux qui en ont besoin. Abonnez-vous pour d'autres histoires qui touchent le cœur et changent la perspective. Car derrière chaque visage, il y a une histoire qui vaut la peine d'être racontée.